Bonjour à tous. Alors, j'espère que vous avez bien pris votre café parce que l'après-midi, il y en a encore deux autres conférences après. Je vais vous parler de stratégie d'API. Moi, je suis Katie, je travaille chez Mobilize Financial Services. Alors, c'est la filiale de financement de Renault. Donc, on a été renommé très, très récemment, mais avant, on s'appelait Renault Crédit International, donc RCI Bank. Euh, Pourquoi votre stratégie n'a pas marché? Si vous êtes en train de définir votre stratégie d'API, ou bien vous êtes juste des curieux, ou bien vous ne savez pas du tout ce que c'est une stratégie d'API, vous êtes au bon endroit. J'aime bien le thème parce qu'au final, on pense plus à l'API qui est déjà utilisée par un client final. On met en avant le développeur expérience, qui est déjà aussi l'utilisation de l'API. Donc, on ne parle pas trop souvent de comment ces API-là sont mis en place dans une organisation ou bien même comment on doit s'organiser pour le faire. Donc, c'est pour ça que la stratégie d'API, si vous avez commencé à regarder à peu près les titres des conférences d'aujourd'hui, on va toujours parler de comment l'organisation, en fait, se prépare pour la mise en place de ces API-là. Alors, je vais répondre à quoi, qui et comment, parce que le quand, vous l'avez deviné, c'est dès que vous le pouvez, ou bien même très très tôt, ou un peu tard, c'est pas grave, mais l'essentiel, c'est de l'avoir. Par exemple, une bonne organisation qui a une bonne stratégie d'API, on devrait être capable d'avoir une page, par exemple, qui va vous expliquer pourquoi une entreprise fait une API et en quoi ça consiste. Et pas juste laisser dans le vide en disant oui, on fait des API, mais on n'a pas de documentation pour dire c'est quoi exactement notre stratégie. Je vais vous parler un peu d'un use case et à la fin, je vais essayer de répondre à votre question. Finalement, est-ce que la stratégie d'API que vous avez adoptée est vraiment la bonne? Ou bien est-ce qu'il y a vraiment une bonne stratégie d'API finalement? En faisant mes recherches, finalement, une stratégie d'API, il n'y a pas vraiment une définition bien fixée sur ce que c'est. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle parce qu'au final, cela vous donne un peu de marge de manœuvre pour bien ajuster en fait la stratégie par rapport à votre organisation. Le plus important à retenir, c'est que ça va être un ensemble de plans en fait qu'une organisation va mettre en place va définir pour la mise en place d'une API afin d'atteindre un objectif bien précis. Souvent, ces objectifs-là vont être des objectifs pure business parce qu'on ne met pas forcément en avant le technique non plus à ce stade. Il faut que ça reste assez high level parce qu'on est en train de définir une stratégie, mais pas forcément aussi tout le roadmap de l'API. Après, un point d'attention, ça va être l'API First stratégie. Vous l'entendez souvent aujourd'hui, mais au final, l'API First stratégie, ça répond au comment. Ça veut dire qu'il faut déjà avoir défini c'est quoi l'objectif de votre API, qui vont le faire avant de dire, OK, je vais adopter l'API First, parce que l'API First, finalement, met en avant le fait qu'une API, c'est considéré comme un produit. Je vais consacrer beaucoup plus de temps sur sa conception parce que je vais promouvoir le développement en parallèle aussi bien du client que de celui qui fournit l'API. Donc au final, c'est vraiment dans le comment que vous pouvez adopter l'API First Strategy. Donc ne confondez pas forcément. Ça veut dire que vous pouvez déjà mettre en avant que vous utilisez l'API First Strategy, mais par contre, il faut définir l'objectif de votre entreprise et qui va le faire. Justement, pour remettre le contexte de son importance, il faut bien définir le cycle de vie d'une API. Donc ça, c'est un diagramme normalement que vous voyez très souvent sur Internet quand on veut résumer ce que c'est qu'un cycle de vie d'API. Il y a une grande partie qui est la phase de conception ou de design en anglais, qui regroupe en fait la phase de recueil de besoins, la phase de spécification de l'API et la phase de documentation. Souvent, on oublie la partie documentation parce qu'on se dit que la spécification en elle-même, c'est déjà la documentation, mais ce n'est pas le cas parce qu'il va falloir éduquer en fait votre utilisateur à comment consommer votre API. Si vous avez exposé 50 endpoints, il ne va pas tous les utiliser. Il va falloir que vous le documentez. Donc, toute cette partie-là, c'est la partie conception.
Après, il y a la partie implémentation qui est directement en fait dans le technique. Donc, on va parler de test, on va parler de versionning. Et il y a le terme qui est la publication, qui a été introduit en fait sur le domaine des API parce que on l'associe souvent à un outil de publication d'API, comme un API Gateway, mais finalement, c'est vraiment la phase où on met en avant les API qu'on a implémentés pour que les clients puissent le consommer. Donc, le terme publication, c'est vraiment un terme utilisé dans l'API au jour le jour, à partir du moment où l'API est prête à être consommée par le public. Il y a la promotion, ce qu'on dit rarement, parce que finalement, le fait est d'avoir implémenté des API, s'il n'y a personne qui l'utilise, si vous n'avez pas fait assez de promotion, finalement, ces API-là ne vont pas être utilisés. La monétisation, si vous êtes très, très avancé en fait, sur votre maturité d'API, donc vous pouvez déjà commencer à étudier aussi la monétisation de ces API-là, même en interne, entre une entité et une autre. Il y a le décommissionnement, qui pour moi n'est pas forcément un échec, parce que si vous avez un projet qui n'a pas forcément fonctionné, que vous retirez ces assets, ou bien une version a été considérée comme obsolète, donc vous pouvez décommissionner ces API-là. Et la partie qui est le plus important aussi aujourd'hui pour pouvoir faire des KPI et tout le reste, ça va être l'observation, le monitoring et l'analyse de l'utilisation de ces API dans votre organisation. Donc il y a plusieurs questions à se poser pour définir sa stratégie d'API. Et encore une fois, il va falloir les mettre sur un papier blanc, que ça soit clair pour tout le monde et que ça soit communiqué pour que tout le monde, en fait, puisse avoir le même niveau d'information et que ça ne soit pas qu'une seule entité, qui est l'entité technique qui implémente les API. Les objectifs de la stratégie d'API. Souvent, quand on définit les objectifs, on a tendance à lister en fait beaucoup de choses, mais finalement, on en fait rarement en fait la moitié. C'est comme nos résolutions de début d'année où on veut faire du sport, mais finalement, on est en chien, il n'y a plus rien. Souvent, on met en avant le business. Donc là, la liste que je vous montre ici, ça va être une liste non exhaustive. Souvent, on met en avant le business parce que c'est la partie la plus vendable aujourd'hui. On ne va pas dire, voilà, je vais faire des API parce que c'est plus modulable, c'est plus scalable et évolutive. Je vais plus dire, je vais faire des API parce que je vais faire une transformation digitale. C'est le buzzword d'aujourd'hui. Mais attention, en fait, à lister tous ces objectifs et ne pas les prioriser. La plus grosse difficulté sur les objectifs en fait business, c'est que finalement, ils sont difficiles à mesurer. Par exemple, si je prends la création de nouvelles offres et que finalement votre offre n'a pas eu le succès attendu, vous allez vous dire que c'est la stratégie d'API qui n'est pas bonne, alors que finalement, c'est l'offre qui n'était pas bonne. Si vous utilisez la même API mais dans d'autres offres, par exemple, peut-être que cela va fonctionner. Donc, il faut faire la différence en fait entre le succès de votre business qui n'est pas forcément lié à l'API que vous avez mise en place. Donc, c'est très, très compliqué aujourd'hui de demander à un business de dire, depuis que vous utilisez des API, est-ce que vous avez un KPI à nous montrer sur vos succès? Par contre, les avantages techniques, à partir du moment où on fait des API, on est capable de tous les atteindre un à un, bien sûr, mais pas en même temps, mais c'est plus facile à mettre en place. Par exemple, l'automatisation, à partir du moment où on fait des API, on essaie d'automatiser le process aussi de déploiement et d'implémentation. Donc, il faut absolument éviter de tout lister et de ne pas prioriser, surtout dans un premier temps si vous êtes encore tout bébé sur la stratégie des API. Les parties prenantes. Alors, j'ai rencontré une dame aux toilettes, elle m'a dit le budget pour les API. On parle souvent de mettre en place les API, mais au final, personne ne donne le budget. Donc, c'est pour ça qu'il est très, très important. OK. Il est très important de connaître, en fait, les bonnes personnes. Le sponsor, pour moi, est très important parce qu'il va falloir les convaincre pour vous donner assez de budget. La partie qui est très, très différente, en fait, sur les autres implémentations techniques dans une organisation, dans une DSI, c'est le référent. J'appellerai référent toute personne qui est capable de porter haut l'utilisation des API dans une entreprise. Ça peut être une personne qui est
même pas technique, mais qui est juste en fait passionné pour devenir avocat d'une cause. Je veux dire, l'API, c'est presque une cause parce qu'au final, on doit évangéliser, on doit dire à une personne, bah, utiliser une API. Donc, il va falloir que vous arrivez à identifier cette personne qui a une forte capacité relationnelle pour justement être le relais. Donc, cette personne n'est pas obligée d'avoir toutes les réponses, mais doit connaître la personne qui connaît la réponse. Par exemple, si c'est un business et il ne connaît pas forcément comment l'API doit être consumée, au moins il connaît le référent technique qui pourrait aider la personne qui demande. Donc finalement, avoir tout le temps sur chaque API que vous avez le référent, ça va vous changer la vie parce qu'au final, c'est cette personne-là qui va essayer de promouvoir en fait votre API dans l'organisation. Il y a aussi la partie client, mais ça, de toute façon, on est obligé d'avoir un client pour avoir des API. Le client, il peut être un système comme un user, mais dans tous les cas, on a besoin d'un client. Les développeurs, que vous utilisez une API déjà existante sur le marché, vous avez besoin quand même de l'intégrer dans votre système. Donc finalement, un développeur, vous en aurez toujours besoin, que ce soit un développeur qui va développer la fonctionnalité de A à Z, ou bien un intégrateur qui, de toute façon, arrivera juste à la fin pour faire communiquer deux systèmes. Voilà les parties prenantes. Il y en a d'autres, mais bien sûr, les 5 briques qui sont là sont les plus importants. Les architectes, je ne les ai pas dit, mais de toute façon, ils sont toujours là à partir du moment où on a un projet technique. Je ne les minimise pas, mais voilà. Les outils. Alors, si vous êtes familiarisé sur les outils sur le marché, vous avez vu tout à l'heure Gravity, Postman, Kang et pas mal de game players aujourd'hui. Je vous ai fait un résumé en fait des outils qui existent aujourd'hui sur le marché. Ils ne sont pas exhaustifs du tout, mais ça vous donne à peu près une idée du fait que sur chaque étape du cycle de vie de l'API, il y a un outil dédié, si vous avez remarqué. Donc finalement, si on prend cet exemple et que vous vous amusez à acheter en fait chaque outil ou bien à contractualiser avec chaque outil, que ce soit en SaaS ou en interne chez vous, le plus important, ça va être l'automatisation et la façon dont vous allez l'intégrer dans votre système en fait. Parce que si à chaque outil, vous allez utiliser un GUI pour faire fonctionner les choses, ben, en fait, vous allez avoir 50 000 outils à gérer. Et ça, ce n'est pas très, très productif. Et j'insiste sur le fait que acheter les outils, finalement, c'est un gain de temps pour une organisation qui veut mettre en place une bonne stratégie d'API. Parce que si je zoome sur la partie API Design, aujourd'hui, si je fais mon design sur Swagger.io, par exemple, qui est un outil en ligne, j'importe ce fichier et après, je vais l'implémenter quelque part manuellement. Ce fichier-là, je vais l'importer manuellement et le mettre sur mon local. Pour le partager avec quelqu'un après, je vais devoir faire un email et lui partager ce fichier en YAML. Alors que si j'ai un outil d'API Design, non seulement tout sera centralisé, je peux implémenter des règles de design qui sont garants en fait de la consistency de mon design API. Donc au final, chaque étape, je vous conseille vivement, si vous avez le budget, de contractualiser avec un des outils qui sont sur cette liste. Et faites gaffe surtout sur votre contrainte en interne, parce que par exemple, vous ne pouvez pas forcément contractualiser avec un SaaS, mais que vous avez besoin que tout soit en on-premise. Donc, essayez de tous les challenger parce qu'il y en a qui sont vraiment très, très limités. Il y en a qui offrent beaucoup de fonctionnalités, mais finalement, qui ne vont pas forcément avec votre écosystème. Attention sur Stoplight, par exemple, sur l'API Design. Il y a 6 mois, ils ont été rachetés par SmartBear. Donc, finalement, ça va être un écosystème dédié que pour SmartBear. Pareil pour Insomnia. Insomnia, c'est Kang. Ils ont un stand qui est là. Donc, Insomnia, il est entré en fait dans le monde des outils de l'APIisation à partir du moment où Postman aussi a commencé à monétiser un peu les fonctionnalités. Donc, n'hésitez pas à regarder cette partie-là non plus parce que c'est des codes open source. Vous pouvez aussi utiliser juste un IDE simple, en fait, finalement,
et vous intégrez Spectral dedans, qui est un open source, mais il va falloir un peu bidouiller, mais dans tous les cas, ça reste quand même faisable. Pour la sécurisation, je pense que Vincent tout à l'heure a passé beaucoup de temps sur la sécurisation des API, donc je ne vais pas zoomer sur ça. La documentation, comme j'ai dit tout à l'heure, finalement, c'est la partie, il ne faut pas associer l'API spécification comme une documentation, parce que vous ne saurez pas utiliser juste une API par son YAML. Il va falloir quand même que le PO fait un document dédié pour, par exemple, faire un diagramme de séquence pour dire le séquencement de l'utilisation de son API. Ça peut être un document fait maison, un Confluence, ou peu importe l'outil. Le test, c'est un élément assez touchy parce qu'il y a Postman, il y a Insomnia, il y a Bruno qui est en on-premise, et il y a Insomnium qui est une dérivée de Insomnia. Donc, il y a vraiment d'outils sur Internet aujourd'hui. N'hésitez pas à les challenger si vous avez des alternants chez vous, que vous n'avez pas forcément le temps de tous les challenger, de pousser en fait l'étude de chaque outil si vous avez les moyens. Le versionning, on reste sur Git. La publication des API, comme j'ai dit tout à l'heure, ça va être le moment où vous allez autoriser en fait vos consommateurs à vous appeler. Donc, tout à l'heure, on a vu le stand de Kang, on a vu le stand de Gravity.io, il y a aussi Axway. Selon votre besoin, par exemple, si vous voulez être en hybride ou en on-premise ou en full cloud, il faut vraiment considérer en fait votre stack technique avant de contractualiser avec ces outils. Software AG a été racheté par IBM, donc au final, il faut aussi être consciente que finalement, le monde des API aujourd'hui sont tellement en effervescence que chaque outil, en fait, peut changer de stratégie assez rapidement. Donc, vous pouvez avoir fait des études il y a 3 ans sur un outil dédié, mais que finalement, au bout de 3 ans, ça a changé. Donc, n'hésitez pas à vraiment les challenger sur leur futur s'ils ont prévu de changer quelque chose. Au moins, comme ça, vous savez déjà que pendant les 3 ans à venir, vous n'aurez pas à changer votre outil ou peu importe. Donc, la promotion, c'est la partie où on a besoin d'un humain pour bien communiquer. On peut utiliser aussi le développeur portal, mais ça, c'est à partir du moment où on sait qu'on a déjà des API. Par contre, pour inviter les gens à aller jusqu'à votre portail, n'hésitez pas à faire des communications en interne, à utiliser les canaux par exemple, s'il y a des jeux dans votre entreprise ou bien des séances de partage entre entités, de mettre en avant en fait vos richesses d'API. Monétiser, c'est à partir du moment où vous êtes assez mature et comme j'ai dit tout à l'heure, finalement, vous pouvez monétiser entre entités. La partie des commissionnements, on n'est pas à l'abri d'une API qui finalement, on l'a designée, on l'a mis en prod, mais finalement, personne ne l'utilise. Je ne sais pas, d'une manière ou d'une autre, donc on le décommissionne ou finalement, il y a le réglementaire qui est passé par là, il a été décommissionné. Donc, le monitoring aussi, c'est quelque chose, à partir du moment où vous voulez que les personnes qui utilisent vos API puissent voir en temps réel comment ça se passe, vous mettez en place aussi du monitoring. Les outils d'API management aujourd'hui ont déjà intégré dans leur système en fait l'analytique, la fonctionnalité analytique. Donc ça aussi, ça peut être utilisé. Mais si vous utilisez par exemple l'analytique d'un API management, ça va être que l'API manager qui aura accès au monitoring. Alors que vous voulez aussi que, par exemple, votre consumer puisse voir à peu près le comportement de l'API, vous pouvez le mettre en place sur ELK et lui donner un accès qui est tout à fait indépendant de votre API management. Donc, n'hésitez pas à challenger en fait vos équipes DevOps, vos équipes de sécurité, vos équipes techniques pour vous accompagner dans votre stratégie d'API parce que vous pouvez avoir ces noms-là, mais au final, ils n'entrent pas trop dans votre écosystème, donc vous aurez toujours besoin d'eux. Voilà ce qui concerne les outils. Maintenant, je vais entrer sur la partie gouvernance et process qui souvent porte des accords parce que la gouvernance, dès qu'on entend le mot gouvernance, on se dit on va être jugé, on doit attendre beaucoup d'étapes avant d'y arriver. Mais pourtant, c'est important parce qu'on a besoin en fait de définir certaines règles de base pour que nos API soient à minima consistants, cohérentes.
qu'ils répondent à certaines règles de sécurité, parce que, comme Vincent l'a dit tout à l'heure, c'est devenu l'élément clé des fuites de sécurité dans une entreprise. Donc, ne pas minimiser ces parties-là. Maintenant, il y a deux différents modèles de gouvernance. Il y a la gouvernance centralisée et la gouvernance fédérée. Encore une fois, selon la maturité de votre entreprise, vous devez choisir soit d'abord centraliser parce que vous avez besoin d'une équipe dédiée pour commencer à mettre en place la stratégie. Et une fois que vous êtes déjà un peu plus mature, vous commencez à faire du fédéré. Ou si vous êtes vraiment assez confiant sur vos équipes, vous pouvez directement décider de se dire il y aura une comité qui est assez centralisée pour définir les règles, mais par contre, toute la gestion se fait en mode fédéré, c'est-à-dire vous allez désigner ou bien appel à volontariat une personne qui va être référente, en fait, soit de son entité, soit de la filiale, pour justement être le porteur de tous les sujets API et de faire régner la gouvernance finalement à son niveau. Donc, au final, ça réduira en fait le goulet d'étranglement sur votre équipe de gouvernance qui est très dédiée. Il y a le process. Souvent, on oublie le process, mais si on le définit assez rapidement, moi, je mets un trait très important sur la définition du RACI. À partir du moment où vous faites des API, vous devez toujours travailler en mode transverse. Il y a les business, il y a les techniques, il y a la sécurité. Il y a pas mal de parties prenantes qui ont été dites tout à l'heure. Si vous ne définissez pas le RACI dès le début, personne ne saura vraiment qui est responsable de quoi. Et si vous avez cette matrice de RACI dès le début, vous pouvez directement responsabiliser en fait la personne qui est concernée. Donc, aller un peu plus vite finalement, que personne n'attende vraiment que les choses bougent. Voilà à peu près. J'ai parlé aussi tout à l'heure d'un profil du référent qui doit être vraiment très orienté soft skill. Bien sûr, on a besoin du technique, mais il faut quand même un soft skill assez présent sur l'empathie. Par exemple, si vous choisissez un API designer qui n'a pas forcément une bonne capacité d'écoute, ça va être très compliqué pour aller un peu plus loin. Donc, il faut toujours challenger technique plus soft skills, justement pour avoir une stratégie d'API à succès. Le Golden Rules, je l'ai dit et redit encore une fois, la stratégie d'API, fixer des bons objectifs qui sont quand même très atteignables et clairs pour tout le monde avec des priorisations. La gouvernance garantit aussi cette stratégie. Choisir les bons outils si vous avez les moyens. Si vous n'avez pas les moyens, vous pouvez toujours les faire vous-même, mais ça va vous prendre beaucoup de temps. L'humain qui est derrière tout ça. Il faut communiquer suffisamment. Il faut aussi vulgariser et démystifier le terme API pour que ça enlève la connotation très technique. Il faut donner du temps d'apprendre parce que comme tout va très très vite, quand on entend une nouvelle technologie, on ne se donne pas forcément le temps de bien apprendre, bien assimiler. Donc, laissez du temps à vos collaborateurs pour bien apprendre ce que c'est qu'une API et de revenir vers vous quand il y a des questions. L'équipe doit être restée motivée, donc favoriser l'autonomie, favoriser aussi le partage des expériences. C'est pour ça que utiliser la gouvernance un peu fédérée favorise aussi cet échange pour apprendre des autres finalement. Il y a les outils buy versus make selon votre besoin, selon votre budget, et aussi l'outil qui est adapté à votre stratégie. Tenir compte de toutes les contraintes techniques et RGPD aussi. Un projet vitrine. Un projet vitrine, finalement, si vous commencez à parler de stratégie d'API, il faut choisir un projet sur lequel vous pouvez quand même mettre en avant la mise en pratique de cette stratégie. Que les personnes qui se demandent encore si votre existence est bien légitimée puissent s'appuyer sur ce projet-là pour justement être témoin du fait qu'il y a une stratégie qui a été mise en place. L'API First Strategy, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment dans le comment. Il y a pas mal de documentation sur Internet sur ce que c'est qu'une API First Strategy, donc n'hésitez pas à vous en inspirer et évitez quand même de faire le copier-coller parce que souvent ça ne fonctionne pas forcément, mais ça pourrait être un bon début pour le comment, pour la mise en œuvre. Un use case très très rapide parce que je pense que tout le monde ici fait déjà des API. Il y a des API partout.
Là, le but, c'est par exemple de mettre en place une nouvelle offre en ligne. Ce qui se passe, c'est que vous avez un legacy system qui est vraiment tout en bas, en on-premise. Vous voulez qu'un client qui est sur le web, en fait, puisse y accéder. Donc ça, on va dire que j'ai travaillé avec les parties prenantes tout à l'heure, donc l'architecte qui m'a donné, par exemple, ce genre d'architecture très, très simplifiée. Et on a contractualisé avec un des fournisseurs d'API Gateway qui est dehors. Je ne vais pas nommer parce que sinon, ce sera trop favoritisme. Et du coup, je vais maintenant mettre en place mon API en suivant la stratégie que j'aurais déjà définie. Donc là, on va vraiment se calquer sur l'API First Strategy que, rappelons-nous, est bien orienté, se consacre sur la partie design. On va passer plus de temps sur le design. Donc, il y a l'architecture qui a été définie. Après, on descend sur le design et la documentation. Donc, le design, on aura les pièces spécifications par la suite et les documentations pour les use cases. On a la partie mock qui, de toute façon, est nécessaire à partir du moment où on a besoin de mettre en place en fait un développement parallèle. Comme vous avez défini en fait votre interface, donc les pièces spécifications, le Swagger ou l'Open API comme vous le voulez, vous devez en fait moquer le comportement de cette API-là pour que votre client puisse commencer à implémenter l'utilisation de votre API et parallèlement aussi que vos fournisseurs, c'est-à-dire vos développeurs, commencent à implémenter. Attention quand même au mock, parce qu'au final, le mock aujourd'hui n'est pas forcément fait pour vraiment avoir tous les cas aux limites. Donc, une fois que vous démoquez votre API, souvent, le client se rend compte qu'il y a quand même des soucis au fur et à mesure. Donc, par exemple, une erreur 500 que vous n'avez pas su moquer, ben, finalement, le client, il tombe sur ça, il ne sait pas c'est quoi le comportement. Donc, essayez d'être le plus exhaustif sur le mock va aussi vous permettre d'avoir une longueur d'avance sur les cas aux limites. Mais si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas grave. Il va attendre le démocage pour vraiment avoir le vrai comportement. Mais au moins, tous les cas nominaux sont bien bouclés par le mock. Il y a l'implémentation. Donc, votre back-end commence vraiment à implémenter toutes les fonctionnalités ou bien votre API intégrateur. Après, il y a la publication de l'API sur la gateway. Souvent, c'est sur la gateway parce qu'on décide de centraliser tout sur l'API gateway. Après, il y a la consommation. Donc, le client qui a commencé à utiliser le mock maintenant va utiliser la vraie API qui va appeler le backend. Et c'est là qu'il va réajuster son code parce qu'il se rend compte qu'il y a des codes d'erreur qu'il n'a pas vus. Après, il y a la partie monitoring parce que mon API, il est utilisé. Donc, au final, je vais le monitorer sur son comportement et je ne mets pas trop de détails sur la partie management follow-up où il faut promouvoir, il faut versionner, il faut décommissionner. Le plus important dans ces étapes-là, c'est que finalement, toutes les briques avant la publication, avant l'implémentation, ça va être des designs finalement parce qu'on va faire de l'itération sur, voilà, je fais un design, ça n'a pas été validé, je reviens encore et encore et encore. Ça peut durer 3 mois comme ça peut durer 2 semaines selon le process que vous avez mis en place. Mais l'idée est que à partir du moment où l'API a été moqué, on ne revient plus en arrière. La conclusion finalement de la stratégie d'API, c'est que comme la définition est très très large aujourd'hui, vous avez quand même beaucoup de marge pour adapter la stratégie selon votre besoin. Il faut impliquer en fait les parties prenantes, avoir le bon sponsor, avoir les référents qui eux vont être en fait votre ambassadeur entre guillemets sur l'utilisation des API, avoir les compétences clés sur tout ce qui est développement d'API ou bien intégration, et aussi avoir un client qui, de toute façon, sans les clients, les API ne vont pas s'utiliser. On a une questionnaire qui a été faite par le collectif API Thinking qui peuvent en fait vous aider sur où vous vous situez sur la stratégie d'API. Donc, n'hésitez pas à leur répondre parce que c'est quand même assez bien structuré pour savoir si vous faites bien ou pas. Et à la fin, vous aurez une réponse. La réponse ne sera pas tout de suite, mais il y aura une réponse un peu plus tard
donné par le collectif API Thinking pour vous aider à améliorer la stratégie d'API que vous aurez mis en place. Merci à tous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonjour. Merci pour la présentation. En fait, j'avais une question, la question de départ. En fin de compte, pourquoi la stratégie n'a-t-elle pas marché? La stratégie n'a pas marché parce que je pense la moitié du temps, on ne l'a pas définie. C'est que finalement, tout le monde se dit on fait une API, mais quand on entre un peu plus en détail, il n'y a même pas une page qui dit qu'est-ce qu'on veut vraiment faire sur les API dans l'organisation. Parce qu'on se focalise tous sur la réponse qui est d'utiliser l'API par un utilisateur final et personne ne le définit. Donc l'appel sur cette conférence, c'est vraiment de se dire, essayez quand même de définir, même si c'est vraiment high level, mettez une page, introduisez au moins vos objectifs et un petit roadmap. Vous pouvez toujours revenir sur ça pour itérer par la suite, mais évitez de ne pas l'avoir cette page. Bonjour, merci beaucoup pour la conférence. Du coup, j'avais une question sur le coût d'investissement pour, selon votre expérience, pour avoir une stratégie d'API qui tourne correctement. Merci beaucoup. Merci pour la question. Le budget et le coût. Alors, souvent, en fait, dans une entreprise, c'est quelque chose que personne n'arrive pas encore à chiffrer, finalement. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, supposons on veut mettre en place une nouvelle offre, l'API est vraiment un asset dans cette offre-là. Alors que quand on fait, en fait, le budgétisation, c'est le projet global qu'on est en train de budgétiser, pas les assets API. Maintenant, on peut faire l'inverse, ça veut dire on a un budget de tout ce qui est transformation. Donc, au final, toutes les entités ou bien les projets qui ont besoin d'API passent par cette... C'est pour ça que la centralisation est quand même assez bien d'une manière ou d'une autre, qui va centraliser en fait tous les coûts et aussi toutes les compétences qui finalement, après, à chaque fin d'année, vous allez avoir le budget global. Mais encore une fois, cela dépendra du nombre du projet qui a été, qui ont sollicité ce service ou encore une fois du nombre d'entités qui ont sollicité. Donc, vous pouvez faire deux modèles, mais en même temps, je pense que le deuxième est mieux si on veut vraiment avoir un chiffre concret à la fin de l'année, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Bonjour et merci pour la présentation. J'ai une question liée au process. Je pense que tout à l'heure, vous avez évoqué plusieurs outils par rapport à plusieurs briques. Par contre, en termes de process, je pense qu'il n'y a pas que Jira. Donc, j'aimerais bien avoir un retour d'expérience là-dessus. Merci. Alors, le process. Un process déjà mature ou un process pas mature? On peut avoir les deux. Alors, on va dire que partant du principe qu'on veut mettre en place une API, mais finalement une stratégie d'API, mais finalement on veut outiller que le cycle de vie. Ça veut dire à partir du moment où on a tout cela, on sait qu'on va utiliser ces outils-là. Mais par contre, comment on reçoit l'input, comment on reçoit les requêtes et tout. Donc je reviens à Jira. Donc utiliser ce qui existe déjà dans un premier temps. Le problème de tout revoir dès le début, c'est que finalement vous allez exploser en termes de coûts. Parce que dans la vie réelle, c'est que vous n'allez pas avoir le budget pour tous ces outils-là en one shot. Vous devez d'abord vous battre sur la publication, après sur le test, après sur la documentation et ainsi de suite. Donc, je conseillerais de minimiser le coût là où vous pouvez le minimiser. Et si vous êtes entouré en fait de techos dans votre équipe, vous pouvez automatiser certains process. Par exemple, sur un Jira, on peut faire un lien vers un autre outil, mais c'est en marge. Mais idéalement, si vous avez la main pour automatiser, apaiser un peu le process, c'est bien. Donc au final, si vous avez un API design que vous avez mis dans un Git, vous pouvez utiliser une API aussi pour le récupérer, pour le publier derrière. Donc au final, il y a quand même une partie que vous pouvez déjà semi-automatiser, mais par contre, vous devez partir sur les outils qui existent déjà pour vraiment cadrer le process, pour ne pas tout réinventer à chaque fois.
Après, si vous êtes très, très mature demain et que vous avez tout dédié pour les API, ça, pour le moment, je n'ai pas de retour d'expérience sur ça. Merci pour la présentation. J'aurais une petite question au niveau du contenu des données. Parce que là, vous n'avez pas trop parlé du contenu des données. Est-ce que vous avez un peu des feedbacks sur, par exemple, des contenus de données qui n'ont pas fonctionné, enfin, le ciblage du contenu était mauvais ou des choses comme ça, enfin, Qu'est-ce que vous entendez par contenu de données? typiquement, par exemple, soit vous prenez des données d'administration publique, par exemple, ou des données privées, plutôt d'interne dans des grandes entreprises. Souvent, c'est pas vraiment les mêmes types de données. Et est-ce que vous avez vu des projets qui ont un peu failé parce que c'était la définition du besoin était mauvaise ou pas du tout? Enfin, vous n'avez jamais vu ça? Je ne suis pas sûre de pouvoir bien répondre, mais si je comprends bien, il y a deux sources de données différentes, une donnée qui est interne, une donnée qui est externe et on veut l'exploiter. Dans ce cas concret, c'est que déjà, il faut... ça dépend de la maturité de l'interne. Est-ce que l'interne déjà a la main pour accéder à l'externe? Parce que si l'externe est sur le cloud ou bien l'externe est en on-premise d'une autre entreprise, déjà ça change la façon dont vous allez interagir avec ce système. La donnée en elle-même ne va pas changer. Par exemple, si le champ il s'appelait name dans le système externe, le champ il va pas changer. Par contre, la façon dont vous allez utiliser pour y arriver, vous aurez besoin de mettre en place pas mal de couches supplémentaires pour y accéder parce qu'il est à l'externe de votre entreprise. Si vous êtes en interne, par exemple, vous n'avez même pas besoin de mettre en place une sécurité très poussée. Donc, c'est sur la sécurité, je pense que ça va changer parce que votre équipe sécurité va vous exiger en fait d'implémenter certains prérequis pour pouvoir appeler ce système externe. Mais en tout cas, la data en elle-même ne va pas forcément poser de problème parce que vous allez récupérer une information qui est déjà disponible. C'est juste que pour le récupérer, il faut sécuriser ceinture et bretelles. Je parle du point de vue où vous êtes consommateur finalement. Donc vous devez vous protéger parce que vous récupérez des données externes. Lui, de toute façon, il s'en fout parce qu'il est loin. Donc la façon dont vous récupérez les données, pour lui, c'est pas grave. Vous devez sécuriser votre système à vous. Bonjour, j'avais une question. En fait, là, on parle donc de stratégie API. Est-ce que vous avez des exemples ou des retours d'expérience sur des entreprises qui ont justement établi une stratégie et qui ont dû complètement changer leur fusil d'épaule en voyant justement qu'elle ne marchait pas et comment ils ont réussi à le faire? Alors, ce qui est bien, c'est que je pense que 10 ans avant, cette conférence n'aurait même pas eu lieu parce que les gens n'auraient pas forcément mis le point sur ce que c'est une stratégie. C'est pour ça que finalement, quand on regarde sur Internet c'est quoi une stratégie, il n'y a vraiment pas une vraie définition parce que justement, on ne veut pas trop le cadrer pour ne pas dire qu'une stratégie n'a pas marché ou l'autre n'a pas marché. Il faut avoir le métrique, justement, pour juger que ça n'a pas marché. Donc, finalement, si vous définissez des objectifs vraiment très atteignables dès le début et que vous savez comment le mesurer, c'est à vous, en fait, de juger que votre stratégie a fonctionné ou pas et d'itérer au fur et à mesure. Peut-être que dans un premier temps, l'objectif était juste d'ouvrir le système. C'est bon, si c'est ça qui a été décidé, ben ça va être votre stratégie tout au long de l'année d'ouvrir juste votre système en utilisant les API. À la fin de l'année, ça va être le nombre de systèmes qui ont été ouverts. Ça va être ça le métrique. Et l'année prochaine, ça va être autre chose. Donc, au fur et à mesure, on incrémente pour justement avoir une bonne stratégie qui finalement fonctionne. Donc, pour moi, il n'y a pas de stratégie qui ne fonctionne pas. C'est plus à chaque entreprise de savoir le définir et de savoir le mesurer. Ben, merci à tous.